profitez bien des installations de ces jeux dans Paris, parce que dans quelques semaines, il n'y a plus rien. Enfin, quasiment plus rien. La grosse particularité de ces JO, c'est que la quasi-totalité des lieux de compétition existaient soit déjà avant, soit seront démontés après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le but, c'était de construire le moins possible parce qu'on a la flemme. Non, parce qu'on est malin. Il n'y a pas eu beaucoup de construction, d'abord parce que y a des trucs qu'on avait déjà. À Paris, il y avait déjà plein d'infrastructures comme le Parc des Princes, le Stade de France, les terrains de tennis à Roland-Garros, et même en dehors de la capitale, on avait le Vélodrome à Marseille, le Centre national de tir à Châteauroux, ou même la Vague à Teahupo'o qui était déjà là. Et il y a aussi des stades qui vont accueillir plusieurs épreuves, comme celui de Bercy à Paris. En quelques heures, il est passé d'une immense salle de gym à un terrain de basket. Malin, on vous a dit. Pour ces JO, il y avait aussi besoin d'une piscine, notamment pour mettre notre dauphin Léon Marchand dans les meilleures conditions. Au lieu de la construire en dur, elle a été montée dans un stade qui existe déjà, la Défense Arena à Paris, pour accueillir la natation et le water polo. Comme ça, on optimise. Bon, la vérité, c'est qu'il y a aussi des bâtiments qui ont été construits pour l'occasion. Par exemple, l'Adidas Arena à Porte de la Chapelle, qui est le seul lieu en dur construit dans Paris. Mais de toute façon, ça manquait d'infrastructures sportives dans la zone, donc autant en profiter. Il y aura un héritage durable. La transformation de la Porte de la Chapelle, qui était un quartier qu'une partie de la presse internationale décrivait comme une no-go zone. Ok, mais pourquoi on a aussi peu construit ? Notamment pour une raison simple, c'est que c'est l'enfer d'utiliser des infrastructures construites pour les JO quand il n'y a plus les JO. Et il y a d'autres villes hautes avant Paris qui en ont fait les frais. Par exemple, Rio, en 2016, le pays avait quasiment construit tout de A à Z pour un total de près de 13 milliards de dollars. Mais 6 mois après la fin des Jeux, le bilan était pas foufou. Pour la grande majorité, c'est à l'abandon, comme par exemple la piscine olympique. Et en 2020, un des 4 quartiers où se trouvaient des infrastructures olympiques a dû être fermé pour des raisons de sécurité. Depuis, il y a quand même quelques stades ou des gymnases qui ont été rénovés, notamment pour accueillir des concerts. Mais la majorité des infrastructures construites pour les JO 2016 est encore fermée, ou alors en rénovation, parce que personne n'arrive trop à leur trouver un but. Rio 2016, hoje, tá assim, o Parque dos Atletas, hoje uma área completamente tomada, completamente destruída. Mais l'exemple le plus parlant d'installations qui ne servent absolument plus à rien aujourd'hui, c'est à Athènes. La ville a accueilli les Jeux en 2004, Jeux qui ont coûté plus de 8,5 milliards d'euros, mais le pays n'a pas pu financer l'entretien des infrastructures après les JO. Résultat, quasiment tout est à l'abandon. Par exemple, ce gros stade qui ne sert à rien du tout. Il est rouillé, il est plein de sable, ça passe pour le PS le mercredi après-midi, mais c'est tout. I think the lessons learned from Athens and later on from Beijing is that in today's world, a host of the Olympic Games should not try to build permanent facilities that would have no use afterwards. Du coup, à Paris, qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit quasiment que des infrastructures éphémères pour compléter ce qu'on avait déjà, parce qu'on est malin, parce qu'on est astucieux, parce qu'on est économe. Asseyez-vous. Parmi les installations qui vont disparaître, il y a évidemment les gradins au niveau de la Tour Eiffel ou de la place de la Concorde, ou encore au château de Versailles où il y a seulement une carrière pour les chevaux qui a été construite, mais elle sera démontée après. Et c'est même encore plus malin puisque Paris a profité des JO pour accélérer la rénovation de certains monuments historiques, comme par exemple le Grand Palais qui a accueilli l'escrime. Allez, vas-y. Sauf que pendant un moment, le Grand Palais n'a pas été dispo, du coup à côté a été construit le Grand Palais éphémère qui a aussi été utilisé pendant les Jeux, et lui, comme son nom l'indique, il est éphémère. Mais non, à partir de l'automne 2024, il n'existera plus, c'est terminé. Et l'autre avantage de construire des infrastructures que tu peux démonter après, c'est que tu peux mettre des sports dans des lieux de fou. S'il avait fallu construire un stade place de la Concorde alors que c'est l'enfer pour circuler. Mais donc attendez, ça veut dire qu'à part cette quotidienne qui sort à 7h tous les matins et qui est un véritable témoignage de ces Jeux, il va rien rester. Déjà, écoutez, on aura nos beaux souvenirs à tous, mais un héritage dont pourrait vraiment profiter Paris et les Parisiens, c'est la Seine. Alors oui, elle existait déjà, on n'a pas construit un trou plein d'eau au milieu de Paris pour 2 épreuves et une cérémonie d'ouverture, ok. Mais le vrai héritage qui peut être intéressant, c'est que normalement, après les JO, elle sera beaucoup moins polluée que ce qu'elle était avant. De là à dire qu'elle sera assez dépolluée pour qu'on puisse s'y baigner comme à Berne et rentrer du boulot en fleuve, c'est mon rêve, soit dit en passant.
On va pas aller jusque-là, mais le principe d'un fleuve, c'est quand même de se jeter dans la mer. Donc si elle est moins polluée quand elle se jette dans la mer, c'est plutôt très bien. En tout cas, c'est le but puisque le plan de nettoyage de la Seine a commencé en 2015 avec un coût annoncé de 1,4 milliard d'euros. Et c'est pour la Seine que beaucoup de choses ont été construites, notamment des stations d'assainissement. Et enfin, dans les autres potentiels héritages qui pourraient rester de ces jeux à Paris, il y a la Vasque. Pour l'instant, elle est au jardin des Tuileries. Et visiblement, beaucoup de touristes et de Parisiens aimeraient la garder. Et je suis le premier surpris. C'est pas notre idée qu'elle reste. Elle n'a jamais été pensée pour rester. Techniquement, elle peut rester. Il n'y a pas de sujet. Si elle reste, elle peut pas garder la flamme. Il faut que la flamme s'éteigne. Une cérémonie de clôture, c'est l'extinction de la flamme. C'est le principe. Le seul risque, si elle a plus de flamme, c'est qu'elle devienne comme le ballon Generali là dans le 15e arrondissement. Lui, pour le coup, il s'envole tous les jours, mais c'est pas une attraction touristique majeure, quoi. Sinon, côté résultat, hier, on a eu 3 médailles. La première, c'est l'argent, remporté par Sofiane Oumia en boxe chez les moins de 63,5 kg. Malheureusement, il a perdu en finale face au Cubain Erislandi Alvarez Borges. Pour lui, grosse déception, parce que bon, clairement, il visait l'or. Autre médaille en boxe, mais en bronze cette fois, chez les plus de 92 kg, avec Jamili Dinia Boudou. Et enfin, notre troisième médaille d'hier, c'est toujours en sport de combat, mais en taekwondo cette fois, avec notre Français Cyrian Ravet, qui a ramené la médaille de bronze logiquement, puisque son adversaire en face a déclaré forfait. Du côté des sport co, l'équipe de France masculine de handball a été éliminée en quart de finale face à l'Allemagne. Par contre, ça s'est mieux passé pour les féminines, elles se sont qualifiées en demi-finale et affronteront la Suède. Et enfin, l'équipe masculine de volley s'est qualifiée en finale après avoir complètement dominé l'Italie. Ils affronteront la Pologne le 10 août à 13 h. Côté classement, on passe la barre des 50 médailles, puisqu'on en a 51. Par contre, on est toujours 4e. Aujourd'hui, il faut absolument suivre la Française Lauriane Nolo en kitefoil. On part à l'aventure, on va essayer de décoller du bateau. On va être honnête, on n'avait aucune idée de ce que c'était le kitefoil il y a 1 heure, mais pour Lauriane, ça a l'air d'être un moyen de transport comme un autre. La flamme! Dinguerie! La folie! Hier, il n'y avait pas de vent à Marseille, et qui dit pas de vent dit pas de voile. Mais c'est pas réellement un problème pour la Varoise, puisqu'elle s'est déjà placée première du classement général. Résultat, finale assurée pour elle aujourd'hui à 13h13. Si avec ce talent-là, elle nous ramène pas de médaille, ce sera uniquement parce qu'elle a tapé comme en qualif un bout de plastique dans la Méditerranée. En plus de ça, nous, on va parier sur Bilal Benama en boxe homme chez les moins de 51 kg, en poids mouche donc. C'est Bilal Benama! Lui, il a l'air un peu moins détente que Lauriane. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Et Bilal, c'est quand même une bonne chance de médaille pour nous, puisqu'il est champion de France, champion d'Europe et champion du monde. On espère être prêt pour le jour J. Dans le reste du programme aujourd'hui, on a de la natation marathon, c'est une épreuve dans la Seine. Les femmes commencent là maintenant à 7h30 et on a 2 Françaises, Caroline Jouisse et Océane Cassignol. Ensuite à 15h, on passe au plongeon 3 mètres homme avec Jules Bouillet qui s'est qualifié pour la finale. Et le soir à 21h25, on pourra suivre Louise Maraval en finale du 400 mètres haies. Elle s'était qualifiée 2e de sa demi-finale. Si ça vous a plu de parler des JO là dès le réveil au café à 7h, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. On se retrouve demain et en attendant, il y a les copains du club qui sont en live à partir de midi. Voilà, à demain, salut!